Pour être Voilà, sûr, ça va. on Ah bah attends, il y a du bleu partout. c'est normal, t'inquiète. Non mais ça m'a l'air très C'est bien. bien. Allez, go. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pépites Vertes. Ici c'est toujours Claire Leclerc et je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle émission pour découvrir un nouveau profil de jeunes engagés professionnellement pour la transition écologique. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un super contexte aujourd'hui puisque je suis dans le parc de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence pour la transition écologique de France. C'est une institution publique qui emploie aujourd'hui 1000 collaborateurs et dont le siège est à Angers, évidemment. Donc je suis ravie aujourd'hui de vous présenter le parcours de Pauline. Elle a 28 ans, elle est analyste climat et elle va nous expliquer comment au sein de son métier, eh bien, elle mobilise la transparence et différents outils pour faciliter la lecture de l'impact environnemental des institutions financières. Hello, moi c'est Claire. Pas mal de gens sont venus vers moi pour me poser la question, mais comment t'as trouvé ta voie? Ce modèle-là, il va plus marcher très longtemps. On est conscient qu'on a 10 ans pour changer le monde, ça veut dire qu'on a le choix, qu'on a une responsabilité, qu'on a du pouvoir. Là, on est en train de faire nos études, qu'est-ce qu'on fait après? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer les Pépites Vertes. Pour vous montrer toutes les opportunités qui existent aujourd'hui pour bosser dans la transition, il y a une place pour vous. C'est vrai. C'est vrai. Donc toi Pauline, tu travailles à l'ADEME, l'agence de la transition écologique, et puis tu es particulièrement missionnée sur le Climate Transparency Hub, donc des mots anglais pour nous expliquer que vous essayez de donner vraiment de la transparence sur le sujet climat, notamment auprès des institutions financières. On va essayer d'expliquer tout ça donc, au cours de la discussion et puis aussi revenir sur ton parcours puisque tu as fait plein d'expériences, tu as fait plein de formations différentes et l'objectif ça va être de se rendre compte du coup qu'il n'y a pas une seule formation, il n'y a pas une seule voie toute tracée et que c'est possible de trouver son chemin en se posant des questions et en s'écoutant un petit peu. J'imagine que ça fait partie des choses que tu vas nous raconter. Pauline, il y a une chose aux Pépites Vertes, avant de passer à un premier bloc de questions, on clappe. Donc je te propose qu'on fasse le premier clap. Alors, Pauline, la première question que j'aurais envie de te poser, c'est que tu as 18 ans. Tu es sur les bancs du bac, si tu passais le bac à 18 ans, si tu n'avais pas d'année d'avance de retard. C'était quoi le plan à ce moment-là ? Alors mon plan, il était assez clair à cet âge-là, même si je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais c'était de faire une prépa, une classe préparatoire, du coup Hippocagne. Donc c'est ce que j'ai fait, une classe BL, lettres et sciences sociales. D'accord, donc à l'origine, toi tu étais partie sur des sciences sociales, et puis en fait, après cette prépa, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du droit directement? Ouais, c'est ça, enfin j'ai pris un peu le temps pour moi, donc je suis partie en Irlande pour me changer un peu les idées, parce que je savais pas trop quoi faire, et c'est là où je sais que j'avais envie d'enchaîner, je savais pas trop où, donc j'hésitais entre fac de médecine et fac de droit. Au final ça a été la fac de droit. D'accord, médecine ou droit, waouh. Ouais, ok. Rien à voir. Et il y a un autre angle aussi dans ton parcours très intéressant, c'est les arts. Tu as eu envie de faire une mana, c'est ça? Exactement. Ça consiste en quoi? Une mana, c'est une mise à niveau en arts appliqués. Et ouais, effectivement, à partir de ma deuxième année de droit, j'ai voulu faire aussi une pause. Et du coup, j'ai pris un an pour voyager. Et au retour, j'avais envie d'arrêter le droit. Et c'est là où j'ai fait cette mana, qui a été extrêmement enrichissante, où j'ai appris plein de trucs, enfin, je me suis vraiment éclatée, mais bon, après, voilà, j'avais pas spécialement de projet professionnel dans ce domaine-là, donc j'ai voulu me retourner dans le droit, où ça me manquait aussi un petit peu, et puis du coup, j'ai repris mes études de droit, et ça s'est très bien passé par la suite. Ok, génial. Ta formation en droit, à quel moment est-ce que l'environnement est rentré dans l'envie d'avoir un angle environnement dans ta carrière et dans ton parcours? Bah alors ça s'est posé après à la fin de mon M1 pour me spécialiser donc dans mon M2, parce que j'avais fait un M1 de droit international, et puis du coup je cherchais un M2 assez spécialisé, parce que j'avais envie de faire un truc assez technique et spécialisé dans une discipline particulière, pas d'avoir un M1 du coup de droit international un peu trop général. Et c'est là où j'ai trouvé ce master de droit justement international et européen de l'environnement. Donc déjà je trouvais l'angle d'approche assez intéressant, puisque c'était pas vraiment du droit français, même si on en a fait dans le cadre de ce master. Mais du coup voilà, j'hésitais entre ce master de droit de l'environnement ou de droit humanitaire et droit de la santé international, donc à Montpellier, dans une autre fac, et donc j'hésitais entre ces deux masters, et mon choix s'est porté sur celui de l'environnement.
Ok. Un parcours très éclectique, je pense. Et j'imagine que pour chacun de tes choix, tu as dû un peu t'écouter et te questionner. C'est vraiment, je trouve ça super intéressant en fait, de pouvoir parler avec des jeunes comme toi qui ont eu plusieurs formations différentes. Mais j'ai pas envie de trop spoiler parce qu'en fait, je pense on a carrément toute une discussion à avoir sur ce moment où tu t'es cherché et on le fera en troisième partie. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous dire sur le parcours en tant que tel, par exemple la dernière année de master? Tu m'avais dit qu'il y avait une formation, c'est très professionnalisant, donc tu avais fait un stage en parallèle? Ouais, c'est ça. En fait, mon master, il existait en 2 modes, mode recherche ou mode un peu plus master professionnel. Donc nous, c'était 6 mois de cours et 6 mois de stage, et avec effectivement des intervenants du milieu professionnel. On a eu des intervenants, donc des avocats, des consultants, qui venaient nous faire cours, et c'était sous forme vraiment de séminaires assez techniques sur des sujets. Donc ça, c'était super. Et puis après, 6 mois de stage où je suis partie à Budapest dans une ONG de l'environnement. Pour faire ton mémoire? Pour faire mon mémoire de recherche. Ok, génial. Et juste un petit mot sur ton mémoire, quand même un sujet super intéressant et très niche. Effectivement, donc c'était sur l'institutionnalisation, donc en droit, la consécration en droit, du concept des générations futures. Et du coup, ça m'est venu là-bas parce que dans cette ONG où j'étais, le président de l'association était un ancien Ombudsman for Future Generation. Et c'est une fonction assez particulière en Hongrie, puisqu'il s'agit d'un cabinet parlementaire. Donc, cette fonction, donc cette personne et son cabinet donc peuvent regarder les lois et ont un droit de regard et de veto, notamment sur les lois si ils estiment qu'elles portent atteinte aux intérêts des générations futures. Donc c'était assez intéressant. Bon, mais super. On clappe pour le partie 2 et on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi ton métier? Ok. Pauline, si aujourd'hui je suis ta petite cousine, je suis en terminale et tu dois m'expliquer ton job, c'est quoi ton métier? Ok. Alors, j'ai cette étiquette de analyste climat. Alors, je sais pas même moi trop exactement ce que ça veut dire, mais du coup, mon métier, c'est du coup, j'ai été embauchée vraiment sur une action en particulier. C'est dans le cadre d'un projet Life Finance Climact. Donc, c'est un projet. Donc, à l'ADEME, on reçoit des financements pour faire des projets. Là, c'est un financement Life. C'est les financements du coup européens pour des projets pour l'environnement. Et dans le cadre de ce projet, moi, j'étais en charge d'une action qui était de créer un observatoire des exercices de reporting climat des institutions financières. C'est quoi? Alors, je suis la petite cousine, donc c'est quoi le reporting? Alors, le reporting, c'est le rapporter, rendre des comptes, finalement. Donc, c'est un exercice annuel que les institutions financières sont tenues de faire donc, par la loi. Donc, de faire cet exercice de manière annuelle sur la façon dont ils intègrent les enjeux climatiques dans leur stratégie d'investissement, etc. C'est un exercice assez récent, et la France a été d'ailleurs pionnière dans la consécration de cet exercice en droit, puisque ça n'existait pas encore dans les pays étrangers, c'était surtout sur la base d'initiatives du coup volontaires, et donc elles doivent faire un rapport annuel, être transparentes et communiquer sur leur démarche générale, comment elles estiment que leur portefeuille d'investissement ont des incidences sur le climat, et inversement comment le climat peut avoir des incidences sur leurs investissements, et donc d'être transparent et d'expliquer comment elles prennent en compte ces éléments, comment elles expliquent les méthodes pour justement communiquer sur ces sujets-là. Ok. Tu parles d'institutions. Alors, je suis en terminale ES, mais j'ai pas encore bien vu la partie sur les institutions. C'est quoi une institution financière? Du coup, les institutions, ça peut être donc une société de gestion de portefeuille. Donc, c'est des sociétés qui détiennent pas des actifs, mais elles qui sont là pour justement gérer, les investir. Après, du coup, il y a les banques, bien entendu, les assurances, les mutuelles, et puis aussi tout ce qui est organismes de retraite complémentaire, donc finalement aussi de la fonction publique, comme les RAF, l'IRCANTEC, c'est des gros fonds de retraite complémentaire, et les institutions aussi de prévoyance. Ok. Donc on comprend la mission. Le but, c'est que toutes ces institutions qu'on a bien identifiées, elles soient plus transparentes sur la manière dont elles intègrent les enjeux climatiques et environnementaux dans leur gestion, dans leur stratégie.
Comment est-ce que ça se rend palpable et visible ? Vous êtes en train de travailler sur une plateforme, elle vient d'être lancée ? Exactement. Du coup, la plateforme a été mise en ligne vendredi dernier. Du coup, je suis hyper contente. Et du coup, voilà, l'idée, nous, justement, c'est, comme tu dis, pour que ce soit plus transparent, parce qu'aujourd'hui, ces rapports, ils sont difficilement accessibles. Enfin, si on veut y avoir accès, je pense que la plupart du public ne savent même pas que ces rapports-là existent, que les institutions sont tenues de le faire. Et une fois qu'on est au courant, même pour aller les chercher, des fois, c'est un petit peu compliqué. Pour aller les chercher sur les sites internet, il faut vraiment aller voir dans publications réglementaires, etc. Et du coup, l'idée, c'était de créer une plateforme déjà qui permettent de centraliser ces exercices tous au même endroit, de les classer par date, par montant des actifs, etc., par catégorie d'acteurs, assurance, mutuelle, etc. Et l'idée, c'est aussi de venir rendre les pratiques qui sont communiquées plus transparentes et donc d'identifier vraiment dans ces rapports les informations pertinentes et de les rapporter en fait de les restructurer tous les rapports qui sont déposés selon une matrice homogène et un rapport homogène qui pourrait être du coup à la fois accessible et plus transparent puisqu'on identifie directement les pratiques qui sont mises en œuvre. Donc finalement on garde tout ce qui est pertinent en termes de substance, où on peut identifier de quoi ça parle, comment c'est expliqué, etc. Donc on enlève un peu tout ce qui est greenwashing ou tout ce qui n'a pas vraiment d'explication concrète sur la mise en œuvre. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir rendre du coup ces pratiques comparables, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le gros enjeu, c'est qu'elles font ces rapports un peu comme elles le veulent, et elles utilisent différentes méthodologies et indicateurs, c'est ça. Et en fait, c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir comparer des exercices, donc finalement on les lit, mais on a du mal à leur donner du sens et donner de la valeur aux informations puisqu'on n'a pas d'éléments de comparaison. Ok. Et alors quand tu dis rendre accessible et transparent, est-ce que ça veut dire que moi, Claire, je peux aller regarder, ou est-ce que c'est plus pour d'autres organismes qui sont dans le contrôle ? Alors c'est vrai que le public cible de la plateforme, quand on parle de grand public, c'est vrai qu'on s'adresse quand même en priorité aux investisseurs, aux entreprises aussi qui ont besoin de connaître ces rapports, On s'adresse aussi aux experts de la finance durable, au monde académique et aussi aux régulateurs. Mais exactement, c'est ce que j'allais dire. On vise ces publics-là parce que c'est ceux qui sont les principaux intéressés, mais on le rend aussi accessible au grand public puisque déjà on a un glossaire qui permet aussi d'expliquer un petit peu tous les termes techniques. D'accord. Et déjà ils sont beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile de rentrer dedans parce qu'ils sont synthétisés, du coup ils sont assez courts, ils font une 20aine de pages et si la personne est vraiment intéressée sur le sujet, je pense qu'elle peut arriver à le comprendre tout à fait d'elle-même avec le glossaire. Je pense ça comme un défi, mais je sais pas si je le relèverai. Super, on va finir sur ton métier en te demandant la question de la journée type. Ça ressemble à quoi une journée type de Pauline qui travaille sur la plateforme ? Alors, une journée type, j'ai entendu que t'aimais pas la réponse. Il n'y a pas de journée type. Ah non, j'étais là. Tu pourras pas me la faire. Mais non, alors, oui, journée type, non, il n'y en a pas vraiment en vrai. C'est terrible, mais c'est comme ça. Mais heureusement. Ouais, heureusement. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, j'ai analysé justement ces rapports, donc qui passent de rapports bruts à rapports caractérisés. Donc, on fait les analyses et on les synthétise. Donc, là, je suis dans un rapport. J'ai aussi communiqué avec... j'ai appelé du coup mes coordinateurs du projet Finance Climact pour discuter d'une articulation avec un autre projet qui se développe en parallèle où il y a quelques similitudes, donc pour voir comment on pourrait mieux articuler les autres acteurs. C'est ça, ces deux initiatives pour aussi nous propulser un peu à l'échelle européenne, parce que c'est vrai que l'idée de départ de notre projet, du projet Finance Climact, c'est de le dupliquer dans d'autres États membres et à l'échelle européenne. Parce qu'on fait ce projet, c'est un projet pilote en France sur 5 ans, mais qui a vocation à... C'est pour ça que c'est en anglais, c'est ce que je me demandais. Non, en fait, juste le terme est en anglais du site, mais pour le moment, il est en français, puisqu'on le teste en France. Mais l'idée, après, oui, effectivement, c'est de le faire en anglais et puis de l'internationaliser un petit peu. Enfin, de l'européaniser plutôt. Ok. Super. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais dire sur ton métier en particulier, des compétences que tu mobilises, des choses concrètes, ou on a fait le tour ? Je pense qu'on a fait le tour, juste pour dire que oui, si peut-être que du coup je me sers pas non plus tellement de mes compétences en droit, un petit peu, je pense que ça m'a quand même pas mal aidé. Il faut dire que le fondement même de cet exercice, ça part d'un cadre réglementaire. Oui.
Donc, c'était quoi, tu m'avais dit, un projet de loi à la base? Non, c'est une loi. C'est une loi. C'est une loi, l'article 173, alinéa 6, qui est très connu dans l'univers de la finance durable en France, et accompagné du coup d'un décret d'application. Donc c'est vrai que ça ne demande pas énormément de compétences juridiques. Je pense que tout le monde est capable de le lire et de le comprendre. Et là où je développe peut-être plus mes compétences, c'est sur ce vaste univers de la finance et de tous ces concepts et définitions, où j'essaye de m'en imprégner de plus en plus, mais j'apprends un peu sur le tas avec mes lectures, avec mes partenaires, etc. Ce que tu disais aussi, c'est que tu essaies de faire... Enfin, il y a un lien à faire entre la finance et l'environnement, en fait. Ouais. Et sur ça, tes compétences d'analyse peuvent quand même aider à faire ce lien. Exactement. Et puis c'est même tout l'objectif du projet Live Finance Climat et même du CTH, donc du Climate Transparency Hub. C'est ce qu'on dit, l'un des objectifs phares, c'est de bridge the gap, je sais pas la traduction, combler le fossé, là, faire le petit pont entre les experts de la finance et les experts de l'environnement et du climat, quoi. Pour qu'on trouve aussi un langage commun, etc. et qu'on se comprenne. Super, on va clapper pour la partie 3. Ok. Cette dernière partie, j'aimerais bien qu'on parle de ton parcours un peu en zigzag, parce qu'on a eu pas mal de messages au Pépinière de jeunes qui nous disent moi je trouve pas ma voix, quoi. Enfin, tous ces jeunes super inspirants, en fait, limite ça me fait encore plus complexer de moi qui trouve pas. Et là je me suis dit non, c'est pas du tout ce qu'on veut faire, c'est pas du tout le message qu'on veut véhiculer. Donc moi j'aimerais bien savoir comment toi tu définirais en quelques mots ton parcours depuis tes 18 ans jusqu'à maintenant. Ok. Mon parcours, on va dire qu'il a été un peu décousu et que j'ai vraiment pris mon temps. Avec aussi pas mal de périodes de doute et de rebondissements un peu inattendus. Mais oui, effectivement, c'était pas une ligne tracée. D'ailleurs, je me souviens avoir eu cette question à un entretien en Master 2, parce que j'avais postulé à des masters à Paris Assas, où on m'avait posé justement cette question. On m'a dit donc, je vois un trou sur votre parcours de 2 ans, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Et ça avait été horrible pour moi de devoir justifier le fait justement de ne pas avoir fait une ligne droite de mes 18 à 23 ans et de pas d'avoir pris vraiment mon temps. Et du coup, j'avais pas été prise, et puis sans regret, parce que je m'étais dit, ils comprennent pas qu'on puisse avoir une période de creux pour voir et explorer d'autres choses. Donc ça avait été un peu sans regret, et je pense que c'est la chose que j'aimerais peut-être le plus transmettre, peut-être à ceux qui m'écouteront, aux jeunes qui m'écouteront, c'est de vraiment accepter de se réorienter déjà, de se lancer dans une voie et de réaliser que ça peut être quelque chose de différent, et surtout en gardant aussi en tête que toutes nos expériences, c'est pas ça, d'études ou même de loisirs, etc. C'est pas ça non plus qui va décider de quel métier exactement on aura. Enfin, typiquement, moi, j'ai fait des études de droit, j'ai fait ma mise à niveau en art, que j'ai adoré en termes d'expérience aussi personnelle, j'ai voyagé, etc. Et aujourd'hui, je fais un métier où il y a très peu de droit, mais j'ai quand même réussi à trouver ce métier-là et je m'y plais énormément. Excellent. Ça fait du bien à entendre, je pense. Et du coup, parmi les questions qu'on pose aussi parfois, c'est si jamais tu allais voir la toi de 18 ans, tu lui chuchotes un truc, elle est sur le point de passer le bac, et puis de faire ses choix sur Parcoursup. Qu'est-ce que tu lui dis ? Pas de pression, quoi. Enfin, pas de pression. Justement, moi, je m'étais mis prépa littéraire. Au final, j'ai appris aussi beaucoup de choses, mais c'était pas ma voie, parce que j'avais pas envie de passer les concours d'après. Qu'est-ce que je conseillerais ? Rien n'est tracé, que c'est pas grave, c'est un choix parmi tant d'autres, il y en aura d'autres, et qu'il n'y a pas une grande pression à se mettre sur ce choix post-bac, comme d'ailleurs l'orientation SES, on peut se tromper, c'est pas ça qui impacte, je pense, tellement la voie professionnelle qu'on prendra plus tard. Merci beaucoup, Pauline, pour ce témoignage authentique.
Je pense qu'on a fait le tour, c'est chouette, on a pu découvrir un peu l'univers de la finance, savoir ce que c'était qu'une institution financière, savoir qu'il y avait de plus en plus de choses qui étaient faites pour que ce soit plus transparent et que vraiment les sujets climatiques soient intégrés dans les stratégies des entreprises. Des acteurs publics comme l'ADEME peuvent faire partie des accompagnants de cette transition, donc c'est chouette d'avoir pu en discuter. Et puis au-delà de ça, moi je suis vraiment ravie quand je t'avais eu au téléphone, de pouvoir remarquer que voilà, t'as un parcours décousu, mais c'est très joli décousu, c'est pas négatif du tout, c'est artistique d'ailleurs, on en revient un petit peu, et c'est pas grave, et c'est très bien, et il faut prendre son temps, et je pense qu'en cette période un peu particulière, eh bien, ça peut faire du bien d'entendre ce genre de feedback. Donc je te remercie beaucoup pour ton temps dans ce bel espace. On n'était pas au CDI du lycée Blaise Pascal, hein. Mais dans les super locaux de l'ADEME. Donc merci beaucoup à l'ADEME de nous avoir accueillis pour cet épisode. Pour moi, c'était important de faire parler quelqu'un du secteur de l'ADEME parce que voilà, parler de la place du public aussi dans cette transition, je trouve que c'est important. Je sais pas si tu as une dernière petite réflexion, citation préférée, conseil, sinon c'est très bien comme ça. Blague aussi, tu peux aussi faire des claquettes si tu as envie. Non, ça ira, merci. C'est bon comme ça? Ouais, c'est bon, ça va. Et puis bah du coup, alors je suis désolée, j'espère que ça m'aura pas caché la tête pendant tout le truc s'il y avait personne avec moi sur le tournage. En tout cas, je vous invite vraiment à nous retrouver sur lespépiteurs.fr. On a plein de pages pour vous aider, que ce soit des profils inspirants ou même des outils à activer pour vous-même trouver votre voie. Et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux, mettez un pouce bleu, mettez des commentaires et continuez à y croire et à vous écouter et à prendre le temps. Merci beaucoup Pauline. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Bonjour.